Alors, bonjour déjà. Bravo, vous êtes venu. Et je trouve que c'est très très bien, même si on est devenu très casanier finalement, c'est confortable de regarder les choses sur Internet. Mais c'est toujours bien aussi quand on peut se voir en vrai. Alors, je suis très heureux d'être là, parce que j'ai beaucoup d'estime pour Grégory Leclerc. Bon, vous le connaissez tous, hein, voilà. Mais je trouve que c'est un professionnel rigoureux, consciencieux, qui est un bon exemple dans la profession. Alors, mon sujet, c'est donc la gestion de patrimoine face aux crises, comment tenir bon face à la tempête. Alors, Dr Lenné a dit que l'actualité était stressante. J'aimerais vous donner certains points de vue sur cette actualité. Alors, je vais peut-être commencer par aggraver un peu le paysage. Mais n'ayez pas peur, nous sortirons vivants de l'exercice. Alors, déjà, dans le titre que m'a donné Grégory, il y a le mot crise et le mot tempête. Alors, est-ce que c'est une histoire de est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille, ou est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les crises et les tempêtes? Et les crises, en fait, on connaît. On a eu, par exemple, la crise de 2008-2009. Hein, Lehman Brothers s'effondre, le monde entier pouvait s'effondrer, et quelques temps après, tout allait à peu près bien. On en est sorti. Avant, il y avait eu, par exemple, la crise, l'éclatement de la bulle Internet en 2000. C'était un coup très rude. Alors déjà, 2008-2009, la bourse a fait moins 50%. Hein. C'est bon quand vous avez un portefeuille boursier pour se poser des questions et être un petit peu stressé, pour reprendre l'expression du docteur. Et 2000, pareil, moins 50% en bourse en quelques jours. Éclatement de la bulle Internet, tragédie, beaucoup d'argent perdu, des bureaux vides à ce moment-là, parce qu'évidemment, il y a plein de jeunes sociétés qui se sont effondrées. Et puis, quelques temps après, tout allait bien. Après, il peut y avoir d'autres phénomènes. Hein, mais en tout cas, cette crise économique a été traversée très rapidement. Si on revient même à 1974 et la crise du pétrole, parce qu'on l'appelait crise, on ne l'appelait pas tempête. Là, la bourse, elle n'a même pas pu baisser de 50% parce qu'elle était tellement basse. Vous savez, dans ces années-là, l'action Michelin valait moins cher que les seuls terrains sur lesquels Michelin travaillait. C'est là qu'on était descendu de la bourse avec cette crise du pétrole. On en est sorti. Par contre, il y a un concept différent qui est celui de tempête et surtout celui de tempête parfaite. Alors vous savez, la tempête parfaite, c'est un phénomène météorologique, c'est d'ailleurs Pierre Scheffler, que vous aurez tout à l'heure, qui m'avait appris ça. C'est plusieurs mécanismes, plusieurs phénomènes météo négatifs qui se produisent en même temps et qui en plus coagissent entre eux. Alors, un exemple très simple dans la vie de tous les jours, par exemple, vous avez une personne qui a une panne de voiture. Premier phénomène négatif. Deuxièmement, sur une route totalement déserte où personne ne passe. Deuxième phénomène. Troisièmement, voilà une tempête de neige. Et quatrièmement, la batterie son téléphone est épuisé, la batterie est finie. Vous voyez, c'est 4 facteurs qui chacun aurait été assez gérable, mais qui tous ensemble créent une situation vraiment problématique. Alors un exemple, puisque beaucoup d'entre vous, si j'ai bien compris, sont dans le secteur médical, vous prenez un hôpital, paf, une belle panne électrique, complète. Premier facteur, météo on va dire. Deuxième facteur météo, une affluence aux urgences parce qu'il vient d'avoir un accident d'autocar. Troisième phénomène, oui, mais toute personne n'est pas là parce qu'en ce moment il y a une épidémie de grippe. Et puis, quatrième phénomène, c'est le moment que choisissent des hackers pour faire une cyberattaque. Oui, c'est ce qu'on appelle une tempête parfaite. Oui. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une tempête parfaite. Alors, je vais vous décrire cette tempête parfaite pour la France. Alors, n'ayez pas peur, restez bien assis, nous survivrons à la matinée.
hein. Mais c'est vrai que si on regarde les choses en face, c'est assez effrayant, ou assez stressant, pour reprendre l'expression de ce matin. Alors les 4 facteurs météo, si je puis dire, qui nous frappent en même temps, c'est d'abord une impasse économique. Alors, j'ai pris des notes parce que, comme on pourrait dire plein de choses, je vais essayer de dire juste très rapidement l'essentiel. Bon, d'abord, évidemment, il y a la dette. Hein. Ensuite, il y a le déclin industriel, qui est clair, et qui continue. Hein, on parle de réindustrialisation de l'Europe, mais en fait, il y a tous les mois des emplois qui se détruisent dans l'industrie française. Et c'est une impasse économique parce que ça nous rend totalement incapables de faire face à ce qu'on appelle le vieillissement démographique. Et vous voyez, en cas de tempête, rien ne va plus. Parce que normalement, ce qu'on appelle le vieillissement, c'est génial. On vit jeune plus longtemps. Et ça devient une catastrophe économique parce qu'on ne sait pas comment le financer. Et l'autre chose que crée cette impasse économique, c'est l'incapacité à financer véritablement, et pour de bon et intelligemment, la transition écologique. C'est-à-dire qu'au moment où les défis qui se posent nous demanderaient d'être très prospères, crac, c'est le moment où on a des dettes et où l'économie, on est en train de tomber en récession. Voilà. Ça, c'est l'impasse économique, premier facteur. Le deuxième facteur, c'est un choc social. Bon, pas besoin de développer non plus. Il y a plein de fractures entre l'urbain et le rural. On voit bien qu'il y a des populations qui vivent très différemment. Il y a des fractures aussi, on pourrait dire, entre guillemets riches et pauvres. On sait plus très bien ce que c'est qu'un riche aujourd'hui, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des pauvres. Il y a vraiment des gens qui ont atteint un niveau, disons, de vie extrêmement bas pour un pays comme le nôtre. Il y a une fracture aussi entre ceux qui travaillent et les assistés. Bref, il y a plein de fractures sociales. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dégradation complète, à la fois, on pourrait dire, peut-être du système éducatif, mais surtout du lien social. Il devient difficile de dialoguer. Quand certains de nos politiques parlent de sécurité, c'est de la confiance qu'il s'agit. Le lien social s'est beaucoup dégradé. Et puis, on ne sait plus très bien ce que c'est que le dialogue. On ne sait plus très bien ce que c'est que l'information. Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est de l'idéologie? Etc., etc. Donc il y a vraiment un choc social très violent, en fait, sur notre société. Troisième facteur, sur les menaces géopolitiques. C'est vrai que d'abord Poutine, maintenant Trump, finalement, on est très passif, on est juste observateur, et on voit des choses se passer. On nous dit que Trump va sanctionner l'Europe, faire des droits de douane énormes sur les importations européennes et particulièrement françaises, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que ce choc du changement du monde, du rééquilibrage entre, d'un côté, ce qu'on pourrait appeler dans l'ensemble les BRICS. Vous savez, Brésil, Russie, Inde, Chine et Est pour Afrique du Sud. Donc, d'un côté, les BRICS, qui sont en train de s'émanciper de la domination occidentale, et ils ne le font pas très amicalement, en fait. Et de l'autre, les États-Unis, qui, eux, se moquent totalement de notre bonne santé à nous, les petits Français. Donc, sur l'échiquier géopolitique, on a un vrai choc, parce qu'il se passe plein de choses en ce moment. Et on est juste passif. Et enfin, alors, dans cette question de géopolitique, il y a notre autonomie énergétique. C'est-à-dire que nous avions, c'est pour ça qu'on peut parler de tempête parfaite, nous avions en France une autonomie énergétique grâce au nucléaire et à l'électricité que nous vendions normalement.
aujourd'hui, entre l'affaissement du nucléaire et le fait qu'on ne vend même plus l'électricité comme on le veut, mais on le vend des circuits très complexes qui nous reviennent, et l'électricité nous coûte cher, on a perdu notre autonomie énergétique. Donc c'est l'aspect géopolitique et le troisième phénomène météo, disons, pour faire cette tempête parfaite. Et le dernier, c'est l'effondrement du management politique. Où là, on a une classe politique qui s'est enfoncée dans le court-termisme, il faut bien dire le superficiel. Il faut voir tout le temps qui a été passé par nos politiques à l'Assemblée nationale pour parler du LMNP. Et il y avait peut-être dans la République des sujets plus importants. Il y a peut-être d'autres choses à réformer que le LMNP. Je me permets, pour vous qui savez ce que c'est, que les avantages fiscaux immobiliers, mais on est sur un petit truc tout petit, par rapport à la situation globale. Et en fait, il n'y a pas de long terme et il n'y a aucune gestion des défis. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une tempête, si en plus il n'y a plus de capitaine, c'est bien la parfaite tempête. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors j'ai une bonne nouvelle. Il faut quand même que je la donne. C'est que ça ne peut plus être pire. Voilà. Alors, je ne vais pas continuer dans cette voie de démoralisation. J'aurais pu faire le même exercice sur l'Europe. Ça donne un paysage différent, mais toujours une parfaite tempête. Et j'aurais pu faire l'exercice sur le monde entier. Ça aurait été un peu différent, mais toujours une parfaite tempête. Alors par contre, il faut quand même répondre à la question qu'a posée Grégory. Et pour la gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une solution très simple, très fréquemment utilisée dans nos métiers, qui consiste à se dire que font les grands. Vous voyez, en bourse, par exemple, l'idole, c'est Warren Buffett. Donc régulièrement, vous avez des publications du portefeuille de Warren Buffett, des méthodes de Warren Buffett, etc. Alors là, on est quand même sur une question sérieuse, une vraie tempête à la fois économique, sociale, etc. On ne parle pas seulement là d'économie et d'inflation. Donc on peut se demander que font les grands. Alors, j'ai 3 grands à vous citer, qui sont parmi les 3 personnes les plus riches de la Terre. On peut se demander ce qu'ils font. Il y a Elon Musk, vous le savez, Tesla, SpaceX, X, etc. Il y a Jeff Bezos, Amazon. Et puis il y a Richard Branson, Virgin. 3 hyper milliardaires. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont tous en train de partir. C'est-à-dire, ils sont tous en train de travailler leur fusée pour partir soit sur la Lune, soit sur Mars. C'est une solution. Alors, et en plus, ils ont bien travaillé. C'est-à-dire qu'on pourra on pourra avoir des établissements pour vivre sur la Lune durablement à partir de 2028-2030. C'est-à-dire, ces messieurs ne sont pas en train de faire les choses comme ça dans un rêve de science-fiction. 2028-2030 pour la Lune, 2030-2040 pour Mars. Alors, je n'ai pas entendu Grégory me dire qu'il avait des produits de diversification pour permettre de vous délocaliser dans l'espace. Bon, alors, pourquoi je vous ai fait un petit peu ce petit parcours? C'est pas du tout pour... Finalement, je vous ai redit ce que vous saviez sur la situation. Je vous l'ai résumé. Mais c'est plutôt pour dire, voilà, toutes les analyses que l'on fait dans ce sens-là ne nous donnent pas de solution. C'est-à-dire qu'on peut aller longtemps s'attarder ou examiner de près le problème économique, le problème social, le problème politique, le problème géopolitique. Finalement, on va passer beaucoup de temps à discuter et on n'ira pas vers des solutions concrètes pour « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Donc il faudrait un autre angle de vue. Il faudrait regarder les choses différemment. Vous savez, c'est les Grecs qui ont inventé la philosophie. Bon, d'abord, c'était des grands bavards, c'est pour ça que la philosophie est née. Mais aussi, cette philosophie, elle a donné naissance à beaucoup de choses. Elle a donné naissance notamment à la science.
qui nous a totalement transformés. Et le principe de base qui a été à l'origine de la philosophie, c'est penser sert à quelque chose. Parce qu'on pense, parce qu'on débat, on va arriver à quelque chose. Et ce principe-là a été oublié dans les discussions économiques. Personnellement, quand je vois des émissions de télé ou des YouTube ou que j'ai des articles sur le sujet, je me dis, mais ok, et après? D'accord, et après? Or, le principe de base qui a fait l'immense développement intellectuel à partir de la Grèce, ça a été penser peut servir à quelque chose. Alors, essayons de trouver un angle d'analyse qui permettrait de voir la situation telle qu'elle est, mais en même temps d'aller vers une solution ou d'avoir un peu d'espoir. Vous savez, Pythagore, par exemple, ce qu'il cherchait, lui, c'était le salut. C'est quelque chose qu'on ne dit pas quand on parle du théorème de Pythagore. Mais pour Pythagore, les mathématiques, la physique qu'on n'appelait pas encore comme ça, vous voyez, quand il faisait l'équivalence entre les nombres et la musique, enfin, il a fait beaucoup de travaux dans ce qu'on appelle aujourd'hui la physique. Toute la réflexion, la philosophie aussi, hein, c'est lui qui a créé le mot philosophie, c'était pour le salut. C'était pour l'espoir. Alors, quelle méthode ou quel angle d'analyse, comment peut-on regarder les choses dans la situation actuelle pour lier quand même quelques lueurs au bout du tunnel? Alors, j'ai envie de vous citer, puisqu'on est parti sur la Grèce, allons-y, Héraclite. Le philosophe Héraclite, 500 ans écrit, qui disait « Le monde est un enfant qui joue ». Et aujourd'hui, le monde n'en serait pas à son adolescence? Regardez, on est 8 milliards d'habitants aujourd'hui. Hein, on vient de 1 milliard en 1800. Les 2,5 milliards, on les a passés en 60, ça s'accélère. On est en pleine croissance, 8 milliards. Et puis on est presque à maturité, puisque on arrive vers 9 milliards, 9 milliards et demi, 10 milliards. Les démographes ne s'entendent pas tous entre eux. Mais en gros, on est en train d'arriver à l'âge adulte. Et si on pose la question comme ça, on commence à avoir une clé de lecture. Et je pourrais répondre, peut-être un peu plus sérieusement, à la question initiale de Grégory. La clé de lecture, c'est comme tout adolescent, on est en pleine découverte. Pleine découverte. Et on découvre, il y a plein de premières dans l'humanité. Par exemple, c'est seulement en 2007, et c'est seulement depuis 2007, que la moitié de la population vit dans les villes. La grande majorité était dans les campagnes. Ça y est, on est devenu une humanité urbaine. Bon, c'est un phénomène. Autre phénomène qu'on vient de découvrir, alors quand je dis on vient, je ne dis pas à quelques jours près, mais à quelques années près, c'est quand même l'allongement de la vie. Nous sommes une génération qui a découvert l'allongement de la vie. Et on a découvert plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire non seulement on a vécu plus longtemps, mais en plus, on savait qu'on vivrait plus longtemps. Ce qui est un phénomène étonnant. Et du coup, on a découvert un truc qui n'avait jamais existé auparavant, qui est le troisième âge. On en a quelques exemples dans la salle, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, entre la vie adulte, le travail qui use, etc., et la vieillesse où on est usé, on a glissé une période où on est à peu près en forme, on a des moyens et on a du temps. C'est la grande invention de la deuxième moitié du XXe siècle. Oui, et on découvre ça. Et on le découvre tellement que comme un adolescent, on fait des bêtises avec, et on sait pas ça qu'on ne sait pas le financer. Mais on ne s'est pas préparé. Vous voyez ce que je veux dire? Autre grande première, et ça c'est très important pour la gestion de patrimoine, pour tous nos métiers, etc. L'humanité vient de découvrir ce que c'est qu'un stock d'épargne. On appelle ça une bulle, on appelle ça plein de choses, mais l'argent que vous avez dans des contrats d'assurance vie, dans des PEA, sur des actions en bourse, dans des CP, vous n'avez pas envie qu'on vous appelle ça une bulle. Or, c'est la somme de tout ça qui fait ce qu'on appelle la grande bulle qui flotte autour de la planète. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que dans toute l'histoire de l'humanité,
l'épargne ne s'était jamais accumulée. Elle était toujours détruite par les guerres, par les famines, par l'inflation. Et à partir de, on va dire, le milieu du XXe siècle, l'épargne a commencé à s'accumuler. Dans les années 80 aux États-Unis, dans les années 90 en Europe, enfin aux États-Unis et dans les pays d'Europe du Nord, des années 90 dans le reste de l'Europe, et depuis, l'épargne, le stock d'épargne a dépassé, en équivalence, si vous voulez, le montant du PIB. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop calculer si on est à 2 ou 3 fois le PIB mondial dans l'épargne mondiale. Et c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. C'est l'argent qu'on met de côté, qui est géré par des messieurs comme Grégory, et qui constitue un stock d'épargne important. L'humanité n'avait jamais connu ça. Et d'ailleurs, c'est là l'une des grandes raisons de toutes les bêtises racontées par nos économistes. Ils n'ont toujours pas digéré ce phénomène qu'il y avait un stock d'épargne. Et que ce stock d'épargne, c'est un phénomène qui n'est pas dans les manuels d'économie. Autre grande nouveauté que l'humanité a découvert en adolescente, on pourrait dire, c'est la mobilité. La voiture, l'avion, on peut aller partout, et puis ensuite le smartphone, on peut communiquer instantanément. C'est totalement nouveau dans l'humanité. Et puis, je pourrais ajouter, je vais arrêter la liste, mais je pourrais ajouter les antidouleurs. L'humanité n'avait jamais vécu avec des antidouleurs sérieux. Un mal de dents était une catastrophe sur l'échiquier politique. C'est-à-dire que si vous aviez un chef d'État, on peut dire un roi ou un seigneur qui avait mal aux dents, vous aviez plein de conséquences. Maintenant, ça y est, au moins, on a résolu ça. Enfin, tout ça pour dire qu'on a découvert plein de premières fois dans l'humanité. Je pourrais faire une liste beaucoup plus longue encore. Et en plus, on voit bien que malgré tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et que j'ai bien ces phénomènes mortifères, tristes, de dégradation, etc., on voit bien que cette humanité est dans une santé insolente. Regardez à quelle vitesse vont des choses comme le développement technologique, avec l'intelligence artificielle, avec les robots, avec les fusées vers l'espace, etc. Les découvertes en biologie. Il se passe plein de choses qui est en fait, un adolescent ou une adolescente, et puis ça fait des bêtises, et puis ça pousse, mais c'est une vitalité insolente. Et donc, on peut parler de bêtises, et on peut parler de ligne d'avenir. On sait très bien que l'adolescence est un passage très difficile, surtout pour les parents. Surtout que vous savez, dans la famille, c'est pas du tout comme dans l'entreprise ou dans la politique, c'est du management inversé. Celui qui a le pouvoir le plus dictatorial, c'est le bébé. Après, c'est les enfants, après, c'est les ados, et puis les parents, les grands-parents, ça vit bien longtemps après. Voilà. Et donc, évidemment, dans les bêtises qu'on risque de voir, mais maintenant, ça va donner un nouvel éclairage. On peut avoir les guerres, on peut avoir beaucoup de phénomènes comme des gouvernements soit dictatoriaux, soit incapables. On peut avoir une irresponsabilité par rapport à l'environnement. On peut avoir du mauvais management, etc. Mais il y a aussi des lignes d'avenir. Tout est possible. Et dans ces lignes d'avenir, il y a le monde du virtuel. Je l'appelle virtuel parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement, on pourrait l'appeler technologique, etc. Il y a le monde de l'espace. Alors, j'avoue, j'avais écrit, mais ça, on en avait parlé avec Grégory en 2016, j'avais fait un article sur 2050. Où en étions-nous en 2050 ? Alors, je ne me suis pas soucié d'argumenter, j'ai juste imaginé. Et j'ai republié en 2020. Et dans cet article, c'est vrai, j'accordais une grosse importance au fait que l'humanité était partie commencer à construire des villes ailleurs. Vous savez, c'est comme des gamins dans une cour de récréation, il faut les occuper. Soit ils vont se disputer entre eux, soit vous lui donnez un grand jeu. Et probablement l'un des grands jeux possibles pour l'humanité demain, c'est de commencer à vraiment s'occuper de l'espace. Alors, suis-je sérieux, ne suis-je pas sérieux ? J'en sais rien finalement. Mais j'ai raconté ça.
Euh, Autre ligne d'avenir, c'est quand même les grands rêves de nos ancêtres, ou après des romanciers de science-fiction. C'est l'humanité, avec l'IA, avec les robots, etc. C'est vraiment une ligne d'avenir. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous ont vraiment commencé à utiliser l'intelligence artificielle. ChatGPT, etc. Non. Vous? Oui? Non. Oui? Voilà. C'est un phénomène assez étonnant. J'appelle ça une ligne d'avenir. Mais on verra après, quand j'arriverai aux solutions, parce que ça fait des choses étonnantes. Ça fait des choses étonnantes. Alors, on peut rester en dehors. Hein, on a toujours vécu sans, on peut encore vivre sans. Mais c'est une ligne d'avenir parce qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître. Et surtout, on pourrait dire qu'il y a plein de gens dans le monde du travail. Hein, au moins un retraité, il ne peut pas être licencié. C'est ça qui est bien. Mais dans le monde du travail, on voit bien que ceux qui utilisent l'IA vont remplacer ceux qui n'utilisent pas. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est une ligne d'avenir. Et puis, comme ligne d'avenir, il faut bien se dire, on aura une économie différente. Comment peut-on penser à l'économie? Vous savez, nos théories économiques, elles sont encore à peu près 19e, première moitié du 20e siècle. Hein, industrie, agriculture. Voilà. Agriculture, industrie, toutes les théories économiques sont faites à peu près par rapport à ça. Mais tout le monde des services, où l'économie ne marche plus pareil. Et puis, aujourd'hui, il y a le monde du virtuel, où l'économie ne marche plus du tout pareil. Si maintenant on passe à l'intelligence artificielle et aux robots, on n'aura plus du tout la même économie. Donc ça veut dire que nos manuels d'économie qui étaient déjà très en retard, là, ils vont prendre un coup. Et donc, dans l'une des lignes d'avenir, il y aura, au fait, notre économie, elle va ressembler à quoi? Qu'est-ce qui va compter? Où sont les valeurs? Et voilà. Et donc maintenant, on peut en arriver à la gestion de patrimoine. Car sous cet angle, l'humanité en est à l'adolescence, elle peut faire des bêtises, mais en même temps, elle découvre plein de choses. Et il y a une énergie fabuleuse. On va se dire, bon, comment faire? Il y aura des turbulences, ça c'est sûr. Donc, il faudra peut-être apprendre, pour le patrimoine, à ne pas trop stresser. Et se dire, les turbulences, ça fait partie du jeu. Hein, c'est comme si un médecin n'était pas content parce qu'il y a des malades, quoi. Bon, bah, son métier, c'est de s'occuper des malades. Voilà. Ça fait partie du jeu, il y a des gens qui tombent malades. La gestion patrimoine, les turbulences, feront partie du jeu, c'est-à-dire l'imprévu permanent. Et la façon dont le métier de Grégory Leclerc et de ses confrères évolue, c'est comment aider leurs clients à structurer leur patrimoine pour que, s'il y a un imprévu total, on ne soit pas trop mal situé. Oui, il y aura toujours de l'imprévu. Et le deuxième principe à côté des turbulences, c'est que le monde est en train de changer, va changer, alors même qu'on ne peut pas penser le changement. On le pense après, le changement, on ne le pense pas avant. Imaginez-vous, par exemple, on revient 15 ans en arrière. 15 ans en arrière, il n'y a pas de smartphone. Vous imaginez tout ce que ça a changé, les smartphones, dans notre vie? C'est considérable. Y compris par rapport à la liberté qu'on donne à nos petits-enfants ou nos enfants, etc., selon la génération, tout ça. Il y a plein de changements avec le smartphone. On aurait imaginé ça. Parce que si on l'avait imaginé, on aurait tous acheté l'action Apple quand elle était à quelques centimes par rapport à aujourd'hui. Alors je dis quelques centimes, en fait, on pouvait l'acheter au plus bas à 7 $. Mais depuis, elle a été divisée par 10. Oui. Donc je ne sais pas à combien, mais on aurait tous acheté l'action Apple très bas, et on aurait tous fait fortune, si on avait pu penser le changement. Donc, soyons réalistes. Hein, je ne dirais pas qu'on devrait être modeste et qu'on aurait bien raison de l'être, hein, je ne prétends pas ça, mais soyons réalistes, il est très difficile de penser le changement. Donc, on sait, 1, qu'il y aura des turbulences, 2, des grands changements très positifs, mais tout ça, ça va être difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
dans ce contexte. Et maintenant, j'arrive directement à la réponse à la question de Grégory. Je regarde juste l'heure parce que... On est bon là? Oui. On est bon. Bon, bah ça va, j'ai le temps de vous donner les solutions. Alors, d'abord, la première règle, la première de toutes les règles, elle peut sembler étrange, mais c'est d'avoir un cap. C'est-à-dire, dans un monde qui bouge, il faut avoir des repères. Et le meilleur repère, quand tous les repères sautent, eh ben, c'est l'objectif, où on va. Autrement dit, c'est pour la retraite, ou c'est pour transmettre aux enfants, ou c'est pour finalement pouvoir s'installer dans la région où vous voulez s'installer, mais on a un cap. Et le cap permet de contrebalancer le bruit de tout ce qui bouge autour. Alors, je ne voudrais pas vous faire de la morale, entre guillemets, mais c'est quelque chose que le général de Gaulle expliquait quand il n'était pas encore général, quand il a écrit Le fil de l'épée. Et bon, il était très ambitieux à l'époque, hein, et il rongeait son frein, mais il citait dans Le fil de l'épée Bergson, le livre Bergson, La pensée et le mouvement, en disant que la pensée a besoin de choses stables. Dans un monde qui bouge, au moins, si on a un objectif clair, voilà, on a quelque chose de stable. Et puis à la limite, on va orienter tout le reste autour de là. Ça, c'est la première chose, avoir un cap et s'y tenir. Et ça veut dire ne plus écouter le bruit. Parce que si vous écoutez le bruit, alors je ne sais pas s'il faut parler d'information, de désinformation, de propagande, d'idéologie, etc. Mais on va toujours s'inquiéter sur ces placements. Et on va parfois prendre des mauvaises décisions. L'actualité a toujours été très mauvaise conseillère. Et l'une des grandes règles dans la gestion de patrimoine, c'est pratiquement de ne pas lire les journaux, hein, pour employer une expression ancienne. Pourquoi? Parce que le plus mauvais... Alors, c'est vrai qu'on est un monde qui change. Hein, je ne sais pas comment parler, dire ça avec YouTube ou avec BFM TV, mais à l'époque, il y avait la presse financière. Mais toutes les études qui ont été faites ont montré que le plus mauvais conseiller en gestion de patrimoine, c'était la première page des journaux financiers. C'est-à-dire que si vous suiviez ce que disaient les médias, juste la première de couve, comme on dit, vous preniez toutes les mauvaises décisions. Ben évidemment. Quand la bourse est en haut, ben, la presse en parle comme quelque chose de formidable. Et vous allez acheter. Et quand les médias disent que la bourse est morte, comme ils l'ont dit d'ailleurs en 74-77, comme ils l'ont dit en 81-82, ben c'est les moments où il fallait acheter. C'est pas les moments où il fallait dire la bourse est morte, oi, 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 oi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans tenir le cap, la règle est de ne pas écouter le bruit. Il y a toujours plein de bruit. C'est du bruit. Alors, je pourrais développer, mais on aura une partie de questions après, mais c'est vrai que les plus mauvaises décisions, enfin, disons, ceux qui ont vraiment réussi, sont ceux qui savaient ne pas entendre, qui avaient leur cap, qui regardaient, bien sûr, il faut analyser, il faut observer, etc. Mais on n'entend pas le bruit et la fureur. Alors, deuxième règle. Diversifier pour de vrai. Alors, je ne voudrais pas taquiner Grégory, j'adore le taquiner, mais je ne pense pas qu'il vous ait tout dit. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la diversification pour de vrai? Et je vais insister parce que quand je dis qu'on est dans une tempête parfaite, on y est. C'est-à-dire qu'on a eu des turbulences, mais on a été relativement protégés. Hein, mais sans vouloir aggraver le paysage, comme je n'ai parlé que de la France, mais imaginez que ça chauffe un peu entre les BRICS et le monde occidental, à commencer par les États-Unis. Qu'est-ce qui nous dit que notre système monétaire actuel va tenir? Vous voyez? Ça peut faire des turbulences. Ce n'est pas forcément la fin du monde. On aura un autre système monétaire. C'est déjà arrivé. Après tout, le système monétaire qu'on a aujourd'hui, il date en gros de 1944 et il a été rafistolé en 1971. Bon, il n'a même pas un siècle.
On peut très bien passer d'un autre système monétaire. Mais ce sont d'énormes bouleversements au moment où on y passe. Vous voyez ? C'est-à-dire que je pense qu'on a vécu dans un monde relativement tranquille par rapport à celui qu'on risque de connaître. La différence, c'est que par rapport à l'objectif, il y a toujours des émotions au-dessus. Hein ? Donc on n'a pas l'impression d'avoir vécu dans un monde tranquille. Mais en fait, il ne s'est rien passé. Hein, si vous regardez bien. Chaque fois que la bourse a une grande baisse, bon, elle remonte. Il n'y a pas eu de vrai crack. Hein ? Alors, diversifier pour de reste, ça veut dire, là j'ai noté 5 points pour essayer de les prendre dans l'ordre. Et bon, de toute façon, vous aurez la visio, et de toute façon, je pourrais faire un résumé pour Grégory, mais ces 5 points me paraissent essentiels dans la partie qui vient, dans la période qui vient. D'abord, bon, on sait, les deux véhicules qui transportent l'argent dans le temps au travers de toutes les turbulences, ce sont les entreprises, donc la bourse, et l'immobilier. On le sait. Alors évidemment, il ne faut pas être l'Allemagne, Deuxième Guerre mondiale. Hein, parce que là, l'immobilier, ça marchait un peu moins bien. Mais, en gros, sauf énorme catastrophe, sauf météorite qui tombe sur la Terre, les entreprises et l'immobilier qui sont vraiment les deux supports majeurs du patrimoine. La deuxième règle qui me semble importante en matière de diversification, c'est de diversifier sur plusieurs économies dans le monde. Et là, on touche un point sensible sur lequel on dit des âneries monumentales. J'ai encore entendu un économiste ou un politique, je ne sais plus, dire oui, c'est honteux, tous ces Français qui placent leur argent à l'étranger, etc. Alors que la France est attractive, pourquoi tout le monde ne met pas l'argent chez nous ? Je dis, bravo. Bravo. Vous imaginez ? Déjà, on paye les retraites sécu, on paye les retraites complémentaires, on paye les retraites de nos régimes spéciaux, on paye les retraites des Allemands qui ont investi en France, on paye les retraites des Suédois qui ont investi en France, on paye les retraites des Américains qui ont investi en France. Attendez, il faut arrêter. Il est urgent que l'épargne française aille hors de France pour équilibrer ces flux de rente qui partent vers les autres économies. Tout le monde a compris depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que j'ai souvent dit dans mes conférences que le Japon était l'un de ceux qui avait compris le plus vite qu'il fallait acheter beaucoup à l'étranger. Le Japon avait compris qu'il ne pourrait pas financer ses retraites lui-même, mais il a compris dès les années 70, 80. Il s'est mis à acheter partout dans le monde. Que font-ils aujourd'hui officiellement ? Ils comptent les revenus qui reviennent de leur placement étranger pour leur financement de la retraite. Vous savez que les Japonais ont 50% de population de plus de 65 ans. Simple. 50%. Donc il y a un enfant et un actif pour un retraité, théoriquement. En France, on maintiendrait bien sûr la retraite à 65 ans. Hein. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils allongent leur retraite, c'est vrai. Mais ils sont en train de vérifier tous leurs investissements à l'étranger pour être sûr que ça leur finance bien la retraite. Donc, vous faites quelque chose d'intelligent en termes de diversification, parce que, vous savez, dans les 10 dernières années à peu près, le PIB par habitant en France a reculé d'un tiers par rapport à celui des États-Unis. Hein, on était au niveau, un tiers de moins maintenant. Peut-être que c'était pas trop mal d'avoir investi aux États-Unis. Ça, c'est l'intelligence, on va dire, individuelle. Mais en même temps, si vous investissez aux États-Unis, que vous avez des revenus qui proviennent des États-Unis, mais c'est très bien pour la France. C'est la meilleure chose qu'on puisse rêver. Vous voyez, les fonds de pension qui existent dans les autres pays ont pour but de faire payer les retraites par quelqu'un d'autre. Nous, il est temps qu'on le fasse. Donc faisons payer les retraites
par les Américains, par les Grecs, par les Chinois, etc. Mais arrêtons de tout faire peser en France. Donc, plusieurs économies, c'est très très important. À la fois pour le décalage de destin. Pour l'instant, nous, on n'a pas de classe politique qui a l'air de se réveiller pour nous ramener sur un chemin de prospérité, alors que certains pays ont pris différentes mesures qui pourraient les amener à un meilleur destin. Alors, bon, tout le monde a des problèmes. Hein. Il n'y a pas un pays qui ne soit pas juste dans le monde d'aujourd'hui, etc., etc. Mais, donc, la deuxième règle, c'est investir à plusieurs endroits, dans plusieurs économies, et sans aucun complexe moral. On nous a raconté des bêtises, on a nous dit que c'était mal d'investir à l'étranger. Moi, je serais ministre des Finances, bon, heureusement, je ne le serai jamais, mais je serais ministre de l'Économie, je donnerais un avantage fiscal pour ceux qui investissent hors de France. Et je dis ça depuis 15 ans. Et je peux vous dire que si on avait vraiment poussé ça, eh bien, on n'aurait pas du tout les mêmes problèmes de financement des retraites aujourd'hui. Enfin bref. Troisième diversification qui me semble très importante, c'est la diversification en fonction de la nature de la source de rentabilité. Je m'explique. Quand vous avez une obligation, la rentabilité vient du contrat. Ben oui, mais vous êtes sûr qu'un contrat avec l'État français aujourd'hui, qui s'appelle un emprunt d'État, c'est un contrat qui a des bonnes chances d'être objectivement bien respecté? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le contrat, d'abord, il ne prévoit pas l'inflation. Il ne prévoit pas non plus un certain affaissement de la monnaie. Parce qu'il n'y a pas que l'inflation. Il y a aussi l'inflation de la monnaie par rapport à d'autres monnaies. Vous voyez? Donc, dans une époque très turbulente, les placements qui vont souffrir, c'est les placements contrats. Un contrat d'assurance vie, par exemple. C'est un contrat. Je peux vous dire que les moments de grande crise n'ont pas été des moments de bonne rentabilité, soit pour les contrats d'assurance vie, soit pour les obligations, etc. Je sais qu'on l'avait fait la dernière fois, mais je ne vais pas la reprendre des historiques des placements longs. Mais le contrat n'est pas une bonne source de rentabilité. On verra après pourquoi il peut être intéressant d'avoir ce genre de choses. Mais en tout cas, il faut diversifier ces sources de rentabilité et savoir qu'il y a une famille de produits dont la rentabilité provient d'un contrat avec quelqu'un, avec l'État, avec un assureur, etc. Bon. Il y a une deuxième source de rentabilité, c'est la création de richesse. Ça, c'est les entreprises. Et c'est, dans une certaine mesure, l'immobilier d'entreprise. Vous voyez, la bourse est très influencée par la croissance économique, on dit le PIB. Et toutes les études qu'on fait, Pierre Scheffler avait fait des études de ce type-là, par exemple, que vous entendrez tout à l'heure, l'immobilier d'entreprise récupère à peu près la moitié du PIB dans ses performances. Vous voyez ? C'est-à-dire que la création de richesse, à la limite, on fait du renouvellement urbain. Vous voyez, on prend des vieux bâtiments, on les détruit un peu, on les aménage, on les reconstruit et on fait revivre la ville, le quartier. C'est la création de richesse. Vous voyez ? Donc, tout ce qui est création de richesse est une source de rentabilité. Il y a une troisième source de rentabilité qui est la rareté. L'exemple le plus connu, c'est le logement. Hein ? On pourrait dire l'or. On pourrait dire le bitcoin un jour. Vous voyez ? Mais la rareté, c'est notre logique. Ce n'est pas de la création de richesse. Hein ? Un logement n'a créé aucune richesse. Il a juste logé des gens. Mais si l'endroit est rare au sens où il y a beaucoup de gens qui aimeraient habiter à ce moment-là, etc., donc la rareté. Et la dernière source de rentabilité, c'est ce qu'on pourrait appeler la réserve. Hein, l'or, le bitcoin, etc., les diamants, les tableaux de maître, etc., etc. Alors,
l'investissement lui-même peut avoir une ou plusieurs sources de rentabilité. Mais il faut faire très attention dans son patrimoine à bien penser contrat, création de richesse, rareté, réserve. Et s'assurer de bien avoir tout. Et quelqu'un qui aurait trop de contrats, par exemple, par rapport à création de richesse, serait passé à côté de beaucoup de choses ces temps-ci. Alors, quatrième type de diversification, ou quand je dis diversifier pour de vrai, ça veut dire 4 diversifications. La quatrième diversification, c'est en fonction de ses besoins d'argent. C'est-à-dire qu'il y a des placements plus liquides, moins liquides. Hein, tout ça, je vous raconte des choses que Grégory connaît par cœur. Hein. Il aurait pu lui-même, il n'aurait pas dit comme ça. Hein, on ne s'exprime pas de la même façon. Mais c'est des choses qu'il connaît bien. Et je pense que c'est une période où il faut vérifier sa diversification. C'est-à-dire, en fonction de quel besoin je vais avoir de liquidité. Et est-ce que, oui, quelqu'un qui n'aurait, par exemple, allez, j'imagine quelqu'un qui n'aurait que des actions. Est-ce que c'est de la liquidité? Ben, c'est pas sûr. Parce que si, au moment où il a besoin de son argent, hein, il va prendre sa retraite, il a besoin de, par exemple, acheter une maison dans le sud, etc. Et si la bourse est basse, on n'appelle pas ça vraiment une liquidité. Vous voyez? Et là, le contrat, les placements contrats vont être plus importants. Voilà. Donc, il y a à la fois la liquidité en fonction des échéances qu'on a, pour prévoir un petit peu les besoins qu'on a. Et il y a une autre raison de la liquidité dans la période actuelle, c'est que, imaginons que la bourse perde 50% demain matin. Ben, c'est peut-être pas mal d'avoir un peu de liquidité pour en profiter. Puisqu'on dit toujours que c'est quand la bourse va pas bien qu'il faut investir. C'est pas le moment de ne pas avoir d'argent liquide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans la période turbulente actuelle, dans la diversification, il y a aussi le fait d'avoir de l'argent non placé disponible pour le jour où il se passe quelque chose. Et ça, on n'y pense pas. Même si chaque fois, on nous raconte. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de Robert Kiyosaki. Vous savez, Père riche, Père pauvre. C'est un garçon qui a vendu des millions d'exemplaires de son livre. Bah oui, mais quand est-ce qu'il s'est enrichi? Bah, à la crise du prime, il a raflé plein d'immobilier. Alors après, il vous explique comment devenir riche. Bah oui, mais il a acheté tout plein dans la crise immobilière. Vous voyez? Et beaucoup de gens qu'on dit riches aujourd'hui, en fait, avaient de l'argent à placer au moment où il y avait une turbulence. Et on va vers des turbulences. Donc on n'est pas obligé de placer tout son argent intelligemment. On peut garder des poires pour la soif. Voilà. Et puis la 5e règle, c'est pourquoi pas investir sur l'inattendu, ce qui n'est pas imaginé, sur les lignes d'avenir. Alors, je voudrais vous donner un exemple. Je voudrais vous donner un exemple parce que moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Combien d'entre vous avez acheté des crypto-monnaies? Allez-y. Hein. Bon, je lève le bras aussi, comme ça, vous êtes à l'aise. Voilà. Bon. On n'est pas nombreux, hein. Alors, ce qui est intéressant, et j'ai fait exprès de m'appesantir un peu sur ce sujet. Parce qu'on est typiquement dans une ligne d'avenir, 2, une propagande, et 3, un monde très turbulent. Alors, la ligne d'avenir, elle est évidente. Parce que, alors pour dire un peu les choses, bon, le Bitcoin prétend être une monnaie de remplacement contre le système monétaire actuel. Ça, c'est la guerre. On ne sait jamais qui va gagner la guerre. Hein, les banques centrales ne veulent pas. Le Bitcoin ou les partisans du Bitcoin veulent. Qu'est-ce que sera la monnaie demain? J'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que le système monétaire actuel est à bout de souffle, que déjà les BRICS sont en train
de chercher à construire un système monétaire. Alors Trump les a beaucoup surpris, parce qu'il était en train de construire un système monétaire avec un point fixe qui serait l'or. Et d'un seul coup, Trump est en train de leur dire « Ah ben non, il faut que ce soit le Bitcoin ». Bon. Donc, si vous voulez, ça, c'est un monde totalement incertain avec la question de la monnaie. Donc, je mets le Bitcoin de côté. Mais toutes les autres cryptos, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la bulle Internet des années 98, 89, 2000. Il nous est resté Amazon, il nous est resté Google, il nous est resté plein de choses. Et la planète est équipée d'Internet. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle invention technologique qui s'appelle la blockchain, qui est un système extraordinaire que même les notaires, c'est quand même pas des start-up les notaires, même les notaires maintenant utilisent la blockchain pour les actes notariés. Donc il y a une étape technologique extraordinaire qu'on va appeler le Web 3, si vous voulez. Vous savez, le Web 1, bon voilà, c'est Internet. Bon, le Web 2, vous pouviez commencer à échanger. Et le Web 3, non seulement vous pouvez échanger, mais vous pouvez avoir des traces de ce que vous avez échangé. Il y a des choses qui vous appartiennent. Bon. J'étais trop sommaire, mais c'est pas grave. C'est pas le sujet, donc ne tenez pas compte de ce que je viens de dire. Mais en tout cas, la blockchain est une invention extraordinaire qui va permettre beaucoup de choses. Je vous donne un exemple parmi 10 000. Vous savez, les échanges internationaux. Il y a un système mondial qui s'appelle le SWIFT. Hein, vous avez, puis on a sorti la Russie du SWIFT. Bon. Le problème du SWIFT, c'est que c'est une informatique absolument géniale qui a été mise en place au début des années 80, qui était formidable, mais qu'on ne peut absolument pas mettre à jour. On ne peut pas la réparer. Ça coûterait infiniment trop cher. Donc comment on fait? Et c'est là qu'il y a certaines entreprises qui se sont financées par le mécanisme des jetons, qui ont trouvé des solutions pour permettre de maintenir des échanges internationaux et même de les faire plus rapides et même les faire plus sécurisés, parce que si j'envoie de l'argent quelque part, j'ai envie qu'il soit bien envoyé à la personne à qui je l'envoie et que cette personne ait bien une trace que je l'ai envoyé, etc., etc. C'est vraiment des questions. Et donc, il y a des technologies, des entreprises qui se sont mises sur ce problème-là pour le traiter. On appelle ça des cryptos. Ces entreprises font déjà des milliards de chiffre d'affaires, parce que les banques les utilisent. Et à côté de ça, on a une propagande, c'est du vent. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est dangereux. Autrement dit, on a tous les mécanismes avec le Bitcoin et les cryptos de ce qu'on va traverser sans arrêt. C'est-à-dire, il y a des lignes d'avenir. Alors, il faut être simple, hein. Enfin, il faut être consciencieux. Probablement 95% des cryptos d'aujourd'hui vont mourir. De même que 95% des startups de l'époque de la bulle Internet sont mortes. Mais il y avait une ligne d'avenir. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté certaines entreprises de la bulle Internet ou d'après l'éclatement de la bulle Internet ont pu gagner beaucoup d'argent. Regardez les performances boursières d'Amazon, de Google, etc., etc. Donc, ça peut être intéressant de s'intéresser aux lignes d'avenir et d'essayer de regarder un petit peu plus près en sachant qu'on est dans un monde de propagande. Alors, comme j'ai cité De Gaulle tout à l'heure, je vais citer maintenant quelqu'un de totalement différent, Teilhard de Chardin. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. C'est un jésuite qui a participé à la rénovation de l'Église dans les années 60, à Vatican II, etc. Mais c'était aussi un paléontologue. Et il a écrit un livre qui s'appelait « Le phénomène humain », où il donne un peu sa synthèse de l'histoire de l'évolution de l'humanité, et où va-t-elle, etc. Alors on suit pas... Mais j'avais trouvé quelque chose de très intéressant dans ce livre, c'est qu'il disait qu'on voyait bien qu'au fur et à mesure de l'évolution, l'aspect qui était l'indicateur absolu du perfectionnement, on peut dire, de l'amélioration de l'évolution, c'était la vision. Alors c'est très intéressant. Parce que regardez l'humanité aujourd'hui, on est aveugle. Vous faites confiance aux médias? Vous faites confiance aux réseaux sociaux? Vous faites confiance à YouTube?
voyez, on a plein de propagande. Alors, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe. Et le problème, c'est que dans le monde des placements, c'est pareil. Je peux vous dire que le jour où la bourse va baisser, c'est effrayant. Je me souviens plusieurs fois, bon, on a connu des baisses de la bourse. Mais à ce moment-là, je m'époumonais à dire, mais attendez, une bourse qui a baissé de 50%, pour moi, pour telle personne qui est jeune et qui prépare sa retraite, c'est génial. C'est la meilleure bourse dont on puisse rêver. À ce moment-là, ce n'était pas entendu. Hein. Il y avait la masse des avis vers « Ah bah la bourse, c'est une catastrophe, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, etc. » Donc, il faut apprendre dans ce monde-là. J'ai parlé d'une humanité adolescente. Je pense qu'en allant plus vers l'âge adulte, elle apprendra la bonne information. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'information? On a vraiment un problème sur l'information. Comment pourrait-on se faire confiance au niveau de l'information dont on est irrigué? Il y a des très belles choses, il y a des choses fantastiques. À la limite, au moins on a de l'abondance. C'est-à-dire que la bonne information, elle existe dans l'amas de ce qu'on reçoit. Hein. Mais donc, ce sera aussi le monde des placements. On peut entendre ça. Donc, dans la 5e règle, j'ai envie de dire, c'est ne pas trop écouter le bruit. Et savoir qu'on vit dans un monde où l'information n'est pas nécessairement meilleure. Si vous pensez, par exemple, que Madame Lagarde, à l'époque où le Bitcoin était en train d'être du côté de 30 000 €, a fait tout un truc sur son fils qui a perdu beaucoup d'argent avec son Bitcoin, et elle a tout perdu, hein, et maintenant le Bitcoin est à 99 000 €. Ça, c'est un conseil en patrimoine. Hein. C'est de l'intox. On comprend que Madame Lagarde, en tant que banquier central, ait envie de fusiller le Bitcoin. Mais ça ne veut pas dire qu'est-ce qu'elle va dire sur le Bitcoin va être un conseil en placement. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne vous dis pas que le Bitcoin ne va pas retomber demain matin. Je dis simplement que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de bruit. Voilà. Alors, j'avais dit, première règle, garder un cap. Deuxième règle, diversifier pour de vrai. Hein, et je vais donner les 5 diversifications d'après moi. En sachant qu'en cherchant des lignes d'avenir, fera faire au travers du bruit. Troisième règle, c'est jamais la fin du monde. Hein. Et au fond, ceux qui ont vraiment réussi à traverser le temps avec leur placement dans des périodes... Vous savez, il y a eu des périodes beaucoup plus turbulentes que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est ceux qui, au moment où tout allait mal, se sont dit « ça n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Voilà. Eh bien, je vous remercie. Et maintenant, à vous. Je vais vous assommer, là. Une petite question est par rapport à la démographie justement des requins tout à l'heure, au vieillissement de la population. Est-ce que justement ça ne pourrait pas avoir un impact quand on regarde effectivement ne serait-ce que l'évolution des performances sur les 50 dernières années en bourse notamment? Effectivement, c'était quand même porté par une démographie qui est dépassée qu'on connaît aujourd'hui, un vieillissement de la population. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que cette courbe soit moins favorable peut-être en termes de bourse par rapport à ce qu'il disait avant, puisque il y a moins d'actifs complètement, et ce qui fait aujourd'hui la croissance du portefeuille notamment, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus d'actifs qui consomment, qui travaillent, c'est le cercle vertueux qu'on connaît dans l'économie. Est-ce que là, il ne va pas y avoir un inversement de cette tendance de fond, parce que concrètement, il y a juste moins de personnes qui produisent? Alors, votre question est bonne. J'avoue que je ne me la pose pas de la même façon. C'est-à-dire que, oui, on a l'évolution de la démographie, avec probablement de moins en moins de gens qui vont travailler pour de plus en plus de gens qui vont se contenter, on va dire, de consommer. Hein, ça, c'est vrai. Et en plus, si on voulait dans une bonne direction, il faudrait aussi que la natalité ne chute pas trop. Donc, il y ait 2 fois plus de gens pour consommer, un peu plus de jeunes et un peu plus de vieux, si vous voulez, finalement, pour ceux qui travaillent. Bon. Alors après, la question, à mon avis, c'est comment tout ça va se gérer.
d'abord au niveau de la société et ensuite au niveau de la bourse. Au niveau de la société, après tout, aujourd'hui, la productivité d'une personne est devenue considérable. Si vous prenez la quantité de production qu'il y a en France, par exemple, par rapport au nombre de personnes actives, le rapport a énormément augmenté. Donc demain, avec l'intelligence et les robots, pourquoi ce rapport ne continuerait-il pas à augmenter? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, est-ce que nos sociétés réussiront à gérer cette nouvelle situation ou pas? C'est une partie des questions, hein. Notamment, moi je trouve que on est resté très anachronique, si je puis dire. Vous savez, en 1950, vous savez, il y a tous les débats actuellement là, sur la retraite à 65 ou 64 ans, etc. En 1950, on avait fixé l'âge de la retraite à 65 ans. Bon. Mais vous savez pourquoi? Parce que l'espérance de vie, alors c'était surtout les hommes qui travaillaient à l'époque. Donc on prenait l'espérance de vie des hommes, et c'était 64,7 ans. Donc on met la retraite à 65, on n'a pas de problème de financement. Bon. Aujourd'hui, notre espérance de vie est un peu meilleure. Et on raisonne toujours à partir de 64-65 ans. En plus, le travail est beaucoup moins dur, beaucoup moins usant qu'il l'était à l'époque. Et on raisonne toujours, ah, on est usé, etc. Non. On fait comme si on n'avait pas inventé le troisième âge. Vous voyez ce que je veux dire? On est totalement anachronique. Oublions maintenant toutes ces rigueurs, on va dire aussi bien syndicales que politiques, que finalement individuelles, etc. Imaginons qu'une société d'aujourd'hui mette en place un système de retraite. Vous êtes sûr qu'elle mettrait à 65 ans? Moi, je pense qu'elle aborderait le sujet différemment. Elle dirait, bon, c'est vrai qu'à 60-65 ans, ils sont plus aussi dynamiques que nos jeunes de 20 ou 30 ans. Hein? Eh ben, comment on pourrait faire évoluer les carrières? Quelle utilité différente pourrait-il y avoir pour les personnes de 60 à 75 ans, par exemple, dans la société? Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'on vient de notre ancien système. Donc on a du mal à évoluer. Mais on créerait le système aujourd'hui, probablement, pour ce troisième âge avant la vieillesse proprement dite. Hein? On n'est plus tout à fait... on n'a plus 40-50 ans, quoi, c'est clair. Hein? Mais on est quand même en bonne santé, on a toute sa tête, etc. Pourquoi il n'y aurait pas une autre utilisation dans la société? Pourquoi on ne s'en servirait pas pour faire des profs, par exemple? Oui, c'est aussi une chose étonnante qu'a fait uniquement le XXe siècle. Ça n'existait pas avant. Le prof à vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours eu quelques personnes dans l'histoire qui avaient une vocation d'enseignant, etc. Mais des profs à vie, il y en a eu très peu. Le fonctionnaire de l'enseignement, alors ça fait partie des grandes premières de l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, vous imaginez qu'un prof d'économie, par exemple, c'est quelqu'un qui est rentré à l'école à 6 ans et qu'on n'est jamais sorti. Vous voyez ce que je veux dire? Que dans des matières comme les mathématiques, des matières scientifiques, on dise, bon là, il faut des gens, bon, ils ont la vocation d'enseigner, ils ont étudié la science, etc. Ok, d'accord. Mais dans tout ce qui est français, histoire, géographie, langue vivante, etc., pourquoi on a des profs à vie? Oui. Et pourquoi on ne prendrait pas des gens du troisième âge qui viendraient enseigner, justement, qui ont de l'expérience et qui pourraient donner des choses intéressantes aux enfants? C'est-à-dire que on pense toujours par rapport au passé, alors que notre société, pour l'instant, n'a pas résolu le problème. Donc voilà, hein, le vieillissement, on ne l'a pas traité. On ne l'a pas regardé en face. Les seuls qui l'ont un peu fait, ce sont les Japonais. Et ils ont toute une série de mesures, explicitement, pour gérer le fait qu'ils ont 50% de personnes âgées par rapport aux personnes en âge de travail, jeunes ou en âge de travail. Hein? Ça, c'est le premier point. Maintenant, la bourse. Alors, la bourse, vous savez, elle n'est pas toujours logique. Hein. C'est-à-dire que vous êtes logique, mais ce n'est pas pour ça que la bourse l'est.
Autrement dit, si je prends les 30 Glorieuses, hein, et si je prends surtout la grande, fantastique élévation du niveau de vie des Français entre 1960 et 1980. Hein, vous savez quelle est la performance de la bourse entre 60 et 80 ? Moins 80% en valeur réelle. C'est le moment où, dans l'histoire, les Français se sont le plus enrichis. La prospérité française est la plus élevée. La bourse est logique dans la grande durée. À court terme, ça dépend un peu. Donc, ce qu'il faut voir simplement, c'est que la bourse, ce sont les entreprises. Quelle valeur une société donne-t-elle aux entreprises ? Dans les années 60-80, partout dans le monde, on ne donnait pas de valeur aux entreprises. On parlait de plein de choses. Hein, il y a eu les hippies, il y avait l'immobilier, il y avait plein de trucs. Mais on ne donnait pas de valeur aux entreprises. Donc évidemment, il y a eu ensuite un mouvement et une très belle hausse, justement à partir de 80, parce qu'on avait trop dévalorisé l'entreprise. Mais autrement dit, je ne pense pas qu'il faille rechercher dans les lignes d'avenir une logique de chaque instant. Je pense simplement que le travail, donc l'entreprise, est une valeur de toute façon qui traversera le temps. Comme l'endroit, il faudra bien être quelque part pour habiter, pour travailler, quelles que soient toutes les modifications, il faudra bien un quelque part. Donc ces deux choses-là traverseront le temps. Mais je ne suis pas en train de dire que ça va fonctionner comme ci ou comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Donc d'accord pour votre question, il y aura des bonnes périodes, il y aura des mauvaises en bourse encore. Pareil pour l'immobilier. Sur le temps de fond, on devrait quand même s'attendre à... Alors, historiquement, voilà, je vais vous raconter une histoire. 1933. Il y avait monsieur, je ne parle pas allemand, hein, mais on va dire monsieur Schmitz, et monsieur, donnez-moi un nom allemand, là... Müller, voilà. C'était des grands copains, et ils avaient un peu d'argent, et ils se demandent quoi faire. Et monsieur Schmitz se dit, moi, j'ai confiance dans l'Allemagne, j'ai confiance dans l'État. Je mets mon argent à la caisse d'épargne. Bon. Et M. Müller, lui, il dit, moi, tu vois, je crois à l'industrie. Je crois à l'industrie. Donc moi, je vais mettre mon argent en bourse. Voilà. Bon. Et puis le temps passe. D'ailleurs, je dis 33, c'est auprès de 38 d'ailleurs. Hein. Allez, 1938. Hein. L'un à la caisse d'épargne, l'autre en bourse. 1945. Ils se croisent. Ben, ils sont tous les deux ruinés. Hein, la bourse est par terre. Et il vient d'y avoir la transformation du mark en Deutschmark, donc dévaluation totale de la monnaie. Donc il a tout perdu. Celui qui a mis la caisse d'épargne. Et celui qui a mis en bourse, c'est pas la peine d'en parler. 1970, eh ben, M. Müller est richissime. Pourquoi ? Ben, il n'a pas fait exprès, mais il avait acheté la voiture de Hitler, Mercedes. Il avait acheté les motos de SS, BMW. Il avait acheté Telefunken, sur lequel Hitler écoutait Wagner, etc., etc. Et toutes les valeurs étaient reparties. Donc, la bourse a ressuscité. Alors, ça aurait pu se passer autrement. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que la valeur entreprise est une valeur qui ne peut que ressusciter. Bon, il se trouve que là, le droit de propriété a fonctionné pour les Allemands. C'est une chance. Hein, ça aurait pu ne pas fonctionner. Bon, là, je ne parle pas de l'immobilier pour les Allemands, parce que l'Allemagne a été un petit peu... c'était un peu embêtant. Mais si vous voulez, on peut dire que l'immobilier, c'est-à-dire le lieu où il faut habiter, et le travail, c'est quand même des valeurs fondamentales. Hein, lieu où il faut être, quoi, habiter, travailler, etc. Donc, quelles que soient les mutations de la société, c'est des bonnes lignes d'avenir. Et après, il y a les robots, il y a l'intelligence artificielle, il y a la blockchain, il y a plein de choses. On peut peut-être être ouvert aux tendances qui soufflent. Hein ? Autre question, avant de vous remettre par un bon café de tous les chocs que je vous ai faits. Bon, écoutez, je vous remercie
de votre attention. Et ben, je vous souhaite beaucoup de succès. Hein, beaucoup de succès dans vos classements.